que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir? Vous auriez eu à coup sûr un effondrement de l'État malien. C'était ce qui était en train de se préparer. Au mieux, une partition avec un califat territorial. Au pire, la prise de contrôle de l'intégralité du Mali par ces groupes terroristes. Et les franchises locales d'Al-Qaïda, en particulier Ansar Eddine, qui avait sanctuarisé son contrôle du Mali, avait la capacité de descendre sur Bamako. C'était ça la situation de 2013. Et donc, j'entends tous les commentaires, mais il ne faut jamais oublier d'où on part et quel est le contrefactuel. Que se serait-il passé si? Je vous le dis avec beaucoup de netteté, c'était ce qui était alors en train d'arriver. Et l'intervention de la France l'a évité. Ensuite, nos militaires ont obtenu de nombreux succès. Je citerai pour mémoire la disparition de l'émir de la Katiba Al-Forkan en février 2019, celle de l'émir d'Aqmi, Drogdal, en juin 2020. Ces disparitions, celles de beaucoup de leurs lieutenants, ont privé l'organisation de capacité à concevoir et à mettre en œuvre les projets d'envergure qu'elles avaient planifiés. Ce qui fait que la situation des groupes terroristes aujourd'hui, qu'il s'agisse du Nord Mali ou de la zone des trois frontières, est très différente de celle d'il y a 8 ans, par ce travail de Serval, puis de Barkhane et de l'ensemble de nos partenaires. La deuxième chose, c'est que par l'engagement de l'Union européenne au travers de la mission EUTM et de tous les collègues qui sont engagés, par la structuration du G5 Sahel, nous avons commencé à consolider très fortement les armées africaines de la région. Et donc leur situation est aujourd'hui très différente de celle d'il y a 9 ans. Ce qui me fait dire que je ne crois pas au scénario qui était évoqué. Après, je vais être très clair, et ça correspond au choix que nous avons fait, ce qui a été dit. La France est intervenue au Mali, premièrement pour lutter contre le terrorisme, deuxièmement à la demande d'un État souverain et des États de la région. C'est cette deuxième condition qui change aujourd'hui. Et la victoire face au terrorisme, elle n'est pas possible si elle n'est pas portée par l'État lui-même. Et pourquoi nous décidons aujourd'hui de partir? Parce que la junte qui est en responsabilité au Mali n'en fait plus sa priorité. Et je veux ici distinguer de manière très nette les États de la région en fonction des stratégies qu'ils ont adoptées. Malheureusement, dans des États qui se sont peu engagés dans cette lutte ou qui ont eu un engagement ambigu ou tardif, pour des raisons différentes, dans des contextes différents, comme le Mali ou le Burkina Faso, la situation est devenue hors de contrôle. À l'inverse, si vous prenez la Mauritanie ou le Niger, le travail qui a été fait, intervention des forces en soutien, formation des armées, engagement des États, construction d'une armée propre, déploiement d'une politique de retour de l'État, de développement de projets économiques, la stabilité se construit. Et la situation, je prends l'exemple de la seule Mauritanie, a profondément changé entre 2013 et aujourd'hui. Et donc, jamais l'intervention d'une armée extérieure ou d'un État extérieur dans la lutte contre le terrorisme ne peut se substituer à ce qui est le devoir de l'État souverain. Nous pouvons venir en aide, appuyer, éviter le pire, c'est ce que nous avons fait. C'est pour ça que je pense que nous avons réussi quant à cette mission. Mais le rôle de la France n'est pas de se substituer aux États de la région, quels qu'ils soient, et où que soit la région. Et j'ai toujours été clair sur l'importance à mes yeux de ce qu'est la souveraineté territoriale et du cadre dans lequel nous intervenons. Enfin, comme vous, je constate qu'il y a sur les réseaux sociaux ou parfois dans la rue, mais vous êtes journaliste, et donc votre rôle n'est pas simplement de suivre, je crois, ce qui se dit, mais d'essayer de comprendre qui parle et d'où. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux les messages anti-français sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d'autres puissances qui ont installé, en effet, ce discours, ce langage. On en a parlé d'ailleurs très franchement hier. Et ce discours, d'ailleurs, vient parfois frapper des dirigeants. Plusieurs ici ont eu à le vivre en Afrique. Et donc, nous avons besoin aussi de nous armer, car l'information, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de mobilisation pour parfois pousser les gens à la grande violence, les désinformer et en faire des instruments de guerre ou d'opposition politique. Et je pense que ce qui est très important, c'est de bâtir un cadre d'information neutre, libre, partout dans nos démocraties, mais de savoir, quand on évoque les phénomènes que vous évoquez, d'où ils viennent, qui parle et au nom de qui. Je vous le dis très clairement, je crois que les Africaines et les Africains savent, comme
d'ailleurs avec tous les pays, les qualités, les défauts. Il y a des gens qu'on aime, qu'on préfère, d'autres pas. Mais enfin, à chaque fois que je suis allé au Mali ou dans la région, j'ai vu des femmes et des hommes qui mesuraient l'engagement de nos soldats, ce que ça représentait pour les familles de ces derniers, les sacrifices faits. J'ai vu aussi parfois des activistes bien payés dire le pire des contre-vérités massives. Et donc je pense que notre rôle est de le dénoncer comme dirigeant et pour vous de rétablir la vérité comme journaliste. Comme je l'ai dit, nous avons commencé à fermer des bases au nord, nous allons donc progressivement fermer, dans un exercice qui va prendre 4 à 6 mois, les bases qui sont présentes au Mali. Pendant ce temps, nous allons déployer des forces importantes fois logistiques et de sécurisation de notre retrait, de même que nous allons continuer d'assurer les missions de sécurisation de la MINUSMA. Durant les mois à venir, nous aurons aussi tout le travail d'évolution et de réflexion qui est, lui, totalement ouvert, évolution à la fois des exercices EUTM et de la MINUSMA. Et il ne s'agit pas ici de préjuger de quelque évolution que ce soit, ni de prendre quelque engagement. Dans ce contexte, nous allons faire ce travail donc de réarticulation du dispositif en bonne intelligence avec les armées maliennes que nous connaissons bien, que nous avons beaucoup formées, équipées et financées. Vous avez totalement raison de dire que dans ce contexte, il y aura moins d'opérations de lutte contre le terrorisme. De fait, compte tenu des choix de la junte malienne, il y en a moins eu dans les zones où elle est exposée, puisqu'elle a décidé de beaucoup moins travailler sur ce sujet. Et il ne nous appartient pas de qualifier la nature de sa coopération, non pas avec un autre État, et je tiens à faire ce distinguo. Le Mali est totalement libre d'avoir des relations, de structurer des relations militaires avec la Russie. Il en a d'ailleurs eu historiquement depuis son indépendance. Là, nous ne parlons pas, et le président Poutine, la semaine dernière, il a lui-même officiellement confirmé. Il ne s'agit pas de relations entre un État souverain avec un autre État souverain. Il s'agit de l'embauche par la junte malienne sur la base de financement qu'il appartiendra de clarifier pour le peuple malien lui-même, de mercenaires qui viennent essentiellement sécuriser leurs intérêts économiques et la junte elle-même. C'est ça la réalité de ce que nous voyons. Et donc dans ce contexte-là, ça c'est la responsabilité de l'État malien. Je n'ai pas à le qualifier, je n'ai pas à m'y substituer, ce n'est pas la responsabilité de l'armée française. Nous allons, en lien avec les autorités nigériennes et de toute la région, d'abord organiser cette sortie du territoire malien. Nous préservons nos forces qui sont au Burkina Faso, nos forces spéciales, et nous allons réarticuler autour des forces qui sont déjà présentes au Niger, en lien étroit avec les forces armées nigériennes, le dispositif qui sera africano-européen. Je l'avais annoncé après Pau et N'Djamena, Barkhane avait vocation à évoluer en Takuba. C'est-à-dire que d'ores et déjà, nous étions en train, progressivement, on avait décidé de fermer les bases du Nord, et nous étions en train d'européaniser notre présence avec un dispositif qui n'était plus un dispositif de grande base fixe, mais qui allait en soutien des armées de la région et en maintenant des forces spéciales pour lutter contre les cibles, je dirais, les plus importantes du terrorisme dans la région. La nature de ce dispositif et son esprit demeurent. Mais il dépend de ce que nous allons discuter avec nos partenaires africains dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et donc c'est l'expression des besoins des armées du G5 Sahel et de l'initiative d'Accra, en lien très étroit avec la CEDEAO, qui va recalibrer le soutien des Européens, la France étant en quelque sorte la nation cadre au sens militaire de cette intervention. Soutien en termes d'équipement, de formation, de coopération, et soutien également par des forces spéciales dans la lutte contre le terrorisme. C'est comme ça que nous allons réarranger les choses. Donc il y a un esprit, il y a une continuité complète entre l'évolution de Barkhane vers Takuba. C'est exactement l'esprit de Takuba que nous gardons. Il y a un changement de logiciel que nous avons amorcé il y a à peu près 2 ans, qui est de dire on est beaucoup moins sur des bases installées, beaucoup plus en coopération étroite et en soutien des armées africaines. L'inflexion qui est portée par nos décisions de ces derniers jours, c'est que le cœur, si je puis dire, de cette action ne sera plus au Mali, mais sera au Niger, toujours dans la zone des 3 frontières, et je dirais de manière peut-être plus équilibrée, répartie entre tous les pays de la région qui le souhaiteront. Nous ne pouvons vaincre le terrorisme de manière durable que si précisément nous avons une action qui est beaucoup plus large que le simple sécuritaire. C'est le cœur de ce que nous avions décidé à Pau et à N'Djamena, avec après un sursaut militaire, ce qu'on avait appelé le sursaut civil. Et donc, on réussit à gagner durablement contre le terrorisme
en faisant revenir l'État et ses services dans les zones qu'on libère, et en faisant revenir l'éducation, et en faisant revenir les projets économiques qui permettent à la jeunesse de trouver justement des débouchés. Sans quoi, très rapidement, quand vous libérez une zone des groupes terroristes, eh bien, si la population est laissée dans le non-droit, si la population n'a pas de service public, si les enfants ne sont plus éduqués, s'il n'y a pas de solution économique et d'avenir, les terroristes deviennent en quelque sorte des promesses d'avenir. C'est un message de mort, mais il séduit pour ces raisons. Et donc, nous avons besoin de multiplier les coopérations pour justement gagner cette bataille. Et plus largement, pour aider l'Afrique à réussir, car c'est un continent dont la jeunesse est un trésor. C'est pour ça que, dans la région du Sahel, dès 2017, nous avons bâti cette Alliance pour le Sahel, dont je rappelais les chiffres tout à l'heure, et qui avait vocation, et qui a toujours vocation, et qui doit continuer de se renforcer, à bâtir des projets sur le terrain d'investissement solidaire permettant de construire des emplois. La Grande Muraille Verte est aussi un formidable levier dans toute cette région pour déployer des projets agroforestiers, agricoles, agroécologiques, pour créer aussi là des emplois et des opportunités. Donc oui, nous allons renforcer, la France d'ailleurs a augmenté son investissement dans le Sahel et en Afrique ces 2 dernières années très fortement, et nous allons continuer dans l'avenir. Nous allons renforcer notre investissement, et le sommet que nous allons tenir, Union africaine, Union européenne, a pour vocation justement de donner un cadre à cette nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe, avec beaucoup de projets en matière de santé, d'éducation, mais aussi d'investissement et de développement économique. Dans ce contexte, les États du Maghreb ont un rôle absolument essentiel. Ils ont un rôle pour assurer la stabilité et aider à la stabilité du Sahel. Ils ont un rôle aussi parce que toute déstabilisation du golfe de Guinée ou du Sahel a une conséquence directe négative sur les États du Maghreb, qui sont des États sinon de transit. Et donc, je pense que ce partenariat est aussi un partenariat infra-africain de réussite, d'aide à la stabilisation et de développement de projets. Le phénomène que nous voyons au Mali, c'est la présence des mercenaires de la société privée Wagner. Cette présence illustre exactement ce que le président Akufo-Addo vient de décrire. Ces mercenaires sont présents depuis des années en Libye pour prélever les ressources et ce qui doit revenir au peuple libyen. Ils sont en train d'ailleurs de le quitter. Et ils sont présents depuis plusieurs années en République centrafricaine avec des exactions terribles contre les populations civiles qualifiées par les Nations Unies. Et ils arrivent au Mali avec des finalités prédatrices. Mais pourquoi? Parce que la junte qui est au pouvoir au Mali, après 2 coups d'État, considère que ce sont les meilleurs partenaires qu'ils peuvent trouver pour protéger leur propre pouvoir, pas pour lutter contre le terrorisme. Donc la réalité, c'est ça. Et donc vous allez avoir de plus en plus des sociétés privées qui utilisent l'insécurité liée au terrorisme. Nous le savons très bien. Elles ne seront d'ailleurs pas que russes. Elles ne sont pas que russes. Mais aujourd'hui, le groupe Wagner donc, est là depuis plusieurs semaines, environ plus de 800 hommes apparemment, à la demande de la transition. Une fois que j'ai dit ça, ce qui illustre parfaitement la continentalisation du phénomène terroriste et le lien qu'il y a entre ces théâtres d'opération, parce que beaucoup des armes qu'ils sont en train d'apporter viennent de Libye ou du théâtre syrien où ces mercenaires étaient présents. Une fois que j'ai dit ça, je veux ici le distinguer d'un lien avec l'État russe. La Russie elle-même, en tant qu'État, a déclaré publiquement qu'elle n'était pas derrière cette présence. Il n'y a pas de texte qui a été pris. La transition malienne n'a pas pris de traité permettant ce déploiement militaire avec un État souverain, comme c'est le cas d'ailleurs avec nous autres quand nous avons à nous déployer. Donc ça n'est pas une relation d'État souverain à État souverain. J'en fais le distinguo. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre ou lier ce qui se passe là avec d'autres sujets géopolitiques qui nous occupent et dans lesquels la Russie est un acteur, en tant qu'État souverain, assumé, un acteur militaire et diplomatique. Mais je veux ici dire que le choix que nous faisons, en étroite coordination et après beaucoup de travail avec l'ensemble de nos partenaires africains et des voisins, est avant tout lié, premièrement, au fait que la transition qui est au Mali depuis l'été 2020 a décidé de ne plus faire le travail de sécurité pour son propre pays. Et comme je le disais, nous ne pouvons pas être les partenaires d'un État qui ne fait plus sa part de travail, parce que l'armée française et les armées européennes seraient dans ces cas-là confrontées à un travail incessant sécuritaire
qui n'est pas suivi d'un élément de sécurisation, de redéploiement des services et de retour de l'État. La deuxième chose, c'est que cette transition a été condamnée par la région, la CEDEAO et l'UEMOA, et que nous avons ensuite, nous-mêmes, répliqué en tant qu'Européens ces sanctions. Quelle cohérence aurions-nous à continuer d'aider un pouvoir politique qui décide de ne pas respecter les règles de la transition qu'il s'était données à lui-même et qui ne respecte pas la médiation qu'il a avec le reste de la région? Et enfin, la transition malienne a explicité de manière très claire le fait qu'elle ne voulait plus travailler avec les Européens. En renvoyant les forces spéciales danoises, en renvoyant notre ambassadeur, et je le dis encore une fois de manière très claire, nous avons deux piliers dans notre intervention. Lutte contre le terrorisme, soutien des États souverains. Quand vous avez un État qui décide de faire alliance avec des mercenaires privés, qui n'est plus clair dans sa lutte contre le terrorisme et qui décide de ne plus travailler avec vous, ça n'est plus, dans ces cas-là, à nous de continuer à avancer. Pour moi, c'est d'une clarté complète. La clé, c'est que derrière, par ce dialogue avec nos partenaires africains et européens, nous avons réarticulé le dispositif pour ne pas abandonner le Sahel, le golfe de Guinée et plus largement le continent africain. Les deux présidents ont raison ici de rappeler que ce n'est pas que l'épicentre sahélien qui concentre les problèmes de terrorisme.